Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Il est 20h, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Signature de mémorandum entre le Programme alimentaire mondial et le ministère des enseignements maternels et primaires, une façon pour l'institution de marquer son engagement à accompagner le Bénin dans la mise en œuvre du Programme national de l'alimentation scolaire intégrée. Des opérateurs régionaux auront dans quelques mois la responsabilité de gérer les ouvrages hydrauliques dans les milieux ruraux. Les groupes présélectionnés ont effectué une visite de terrain. Les détails dans ce 20h. Nous vous proposons également dans ce journal un dossier sur l'évolution de la littérature en 60 ans d'indépendance avec des écrivains, des critiques littéraires et d'autres acteurs du livre. Les ambassadeurs du Nouveau Départ se mobilisent pour susciter la candidature du chef de l'État à la présidentielle de 2021. Les responsables de la plateforme sont en tournée d'installation des coordinations qui doivent aller convaincre le plus grand nombre. Jean-Claude James et Patrick Nimavo nous racontent les étapes d'Abomey-Calavi et de Ouida. Vous savez que à Abomey-Calavi comme à Ouida, les membres des coordinations communales ou d'arrondissement reçoivent les dernières consignes. Une étape importante de cette cérémonie d'installation avant le départ sur le terrain. Tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. C'est pour cela, en ma qualité de coordonnateur départemental de l'Atlantique, je vous invite, chers collaborateurs des coordinations communales, à vous armer de pragmatisme et d'engagement afin que tous ensemble, nous puissions atteindre les objectifs à nous fixer. Cet objectif de la plateforme, les ambassadeurs du Nouveau Départ, n'est rien d'autre qu'un deuxième mandat pour le président Talon. Les réalisations des 4 ans de gouvernance sont à l'origine de ce souhait. Il a démontré qu'on peut faire des promesses politiques et les tenir. C'est pourquoi je voudrais que mon discours de ce jour sonne comme un appel vibrant et solennel à l'endroit du chef de l'État, le président Patrice Talon, afin qu'il entende la voix de cette jeunesse active, plus que jamais déterminée à le reconduire au palais de la Marina, afin que les œuvres de développement entamées ne connaissent pas un coup d'arrêt. Chers membres de la coordination communale, c'est le moment de sonner la mobilisation afin que nous obtenions ensemble du président Patrice Talon un oui, je rempile en 2021. La plateforme Les ambassadeurs du Nouveau Départ, selon les responsables, n'est pas un parti politique, mais un creuset de développement. Je vous l'annonçais dans les titres. Le Programme alimentaire mondial et le ministère des enseignements maternels et primaires ont signé à Porto Novo un mémorandum. Cet acte marque l'engagement de l'institution à accompagner les autorités béninoises dans la mise en œuvre du Programme national de l'alimentation scolaire intégrée. Brice Rongbo, Guillaume Avieno.
Des moyens roulants, mais aussi du matériel informatique à mettre à la disposition des chefs de service alimentation scolaire dans les 12 directions départementales des enseignements maternels et primaires du pays. Un don du PAM, le Programme alimentaire mondial, d'une valeur de 30 millions de francs CFA pour renforcer les capacités des 10 chefs de service. Ils apportent en effet un soutien indispensable à la mise en œuvre du PNACI, le Programme national d'alimentation scolaire intégré, et facilitent le travail des animateurs des ONG avec lesquels le PAM opère sur le terrain. Après 3 années d'opérationnalisation du PNACI, le PAM offre ses matériels à la suite de d'autres, mais signe également un mémorandum d'entente avec le ministère des Enseignements maternels et primaires pour marquer davantage sa disponibilité et son engagement à accompagner les efforts du gouvernement pour l'atteinte des objectifs fixés. Quand nous parlons de cantines scolaires, nous devons parler des faits, nous devons parler des chiffres, nous devons parler des évidences. Et c'est sur le terrain que tout se joue. Et nous devons être présents sur le terrain chaque fois pour pouvoir vérifier, pour pouvoir contrôler et nous assurer que nos enfants reçoivent ce qui leur est prévu, ce qui leur est destiné. Les présents dons viennent en fait renforcer les relations de partenariat entre l'État béninois et le PAM. Cet appui du PAM est accueilli comme coup d'accélérateur aux efforts du gouvernement et renforcera sans nul doute les capacités d'action et d'intervention des directions départementales des enseignements maternels et primaires. Il constitue de ce fait, s'il en est encore besoin, la preuve de l'excellente qualité des relations qui existent entre notre pays et le Programme alimentaire mondial. Le Programme alimentaire mondial annonce se préparer à offrir au moins un repas chaud aux apprenants bénéficiaires des cantines scolaires dès le premier jour de la rentrée des classes prévue pour le 28 septembre prochain. Dans quelques mois, tous les ouvrages hydrauliques dans les milieux ruraux seront gérés par des opérateurs régionaux. En attendant de déposer leur offre pour la sélection finale, ils étaient pour les 4 groupes présélectionnés sur le terrain. Le point de la descente avec William Tchoki. Des prises d'images via leur smartphone. Puis, ils s'effraient un chemin pour accéder au château d'eau. Des échanges directs avec les responsables communaux et des structures locales en charge de la gestion des infrastructures. Des questions de compréhension, la qualité de l'eau servie, le coût du mètre cube, le nombre d'abonnés, la sécurisation foncière, des données importantes pour une offre de qualité. Ces opérateurs présélectionnés prennent connaissance des ouvrages hydrauliques de Bérouboué. Nous sommes dans la commune de Bembereke. Ici, la station de traitement et de pompage de l'eau. S'il y a panne, par exemple, l'exploitant m'appelle automatiquement ou bien s'il y a coupure. Ils n'ont pas hésité, ces opérateurs, à se rendre au domicile des abonnés. Ils sont à la recherche des moindres détails. Une fois que nous sommes ici, nous avons vu que le gouvernement fait beaucoup d'efforts, véritablement beaucoup d'efforts pour que les populations béninoises prennent de l'eau potable. Et je suis particulièrement très fier, très content de ce que dans les communes élues, pour donner de l'eau gratuitement, des milliards de francs, que Bembereke, ma commune, soit éligible à ça. À Kaoru, ce sont des ouvrages hydrauliques, nouvelle génération, qui ont été érigés. Des ouvrages qui prennent en compte la couverture intégrale en eau potable d'ici à 2040. Dans ce vaste arrondissement d'Alafiaro, des éléments qui ont tapé dans l'œil des opérateurs, ils étaient séduits. On est vraiment impressionné par la taille des ouvrages et puis de l'ampleur du chantier, là, surtout avec la localisation et l'accès qui n'est pas facile. Donc on voit qu'il y a une volonté très forte d'améliorer les installations pour pouvoir garantir la desserte en eau potable des populations rurales. Ça nous permet d'avoir une idée, grosso modo, des travaux qui seront à faire, et puis ensuite de la nature des installations qu'on découvre comme ici, où ce sont des installations assez impressionnantes. La mise en affermage de ces ouvrages hydrauliques dans les zones rurales touche tout le territoire national. Un territoire scindé en 3 grands périmètres. Le but ultime, la professionnalisation de l'activité,
réduire et uniformiser le coût, assurer la maintenance des équipements et surtout donner de l'eau potable de façon permanente aux populations rurales. Vous avez au Bénin près de 649 AEV, pour lesquels vous avez près de 200 qui sont en panne. En panne, ne pouvant plus délivrer les services parce qu'il y a une pompe qui est gâtée, il y a un groupe électrogène qui est en panne, vous avez peut-être des canalisations qui sont cassées et abandonnées. Alors on s'est dit, nous ne pouvons pas investir jusqu'à près de 400 milliards dans ce domaine et laisser encore les infrastructures, disons, dans le même environnement. D'où la nécessité de faire recours à des opérateurs professionnels pour les gérer lorsque ces infrastructures seront réalisées. Après cette étape du premier périmètre, ils iront aussi dans le deuxième pour les mêmes objectifs, toucher du doigt la réalité du terrain. On s'intéresse maintenant à cette assemblée générale ordinaire des membres du réseau Social Watch Bénin. Plusieurs questions liées au fonctionnement du réseau ont été abordées. L'actualité relative à la pandémie du coronavirus et les élections présidentielles de 2021 n'ont pas été occultées. Gilles Donsou et Alexis Kenom pour le point. Assemblée générale ordinaire du réseau Social Watch Bénin. Les travaux s'ouvrent dans un double contexte sanitaire et sociopolitique inédit, la pandémie de la Covid-19 et les élections présidentielles de 2021. Cette Assemblée générale ordinaire est placée sous le thème « Décennie des ODD, engagement des OSC pour l'éradication de la pauvreté dans le nouveau contexte socio-économique national et local sous l'influence de l'élection présidentielle de 2021. » Elle nous permettra de mieux nous outiller pour jouer de façon responsable notre partition de veille citoyenne. Chers membres de Social Watch Bénin, ce rendez-vous est pour nous l'occasion de faire le point de toutes les activités que nous avons menées au cours de l'année écoulée, d'analyser les progrès réalisés, les croiser avec les moyens mobilisés, de partager aussi les écueils afin de formuler des recommandations pouvant nous permettre de fidéliser nos partenaires techniques et financiers et aussi de mobiliser davantage de ressources pour la cause de Social Watch Bénin. Le réseau Social Watch Bénin entend ainsi promouvoir le contrôle citoyen de l'action publique, influencer positivement les décisions des gouvernants et la mobilisation des partenaires techniques et financiers, le tout pour assurer le bien-être des populations. Nous voudrions donc profiter de cette tribune pour inviter les uns et les autres à une observance sans complaisance des différentes mesures barrières préconisées pour lutter et venir à bout de cette pandémie. Nous savons que sur nos différents fronts de bataille, nous nous attelons déjà à cela et nous devons persévérer jusqu'au bout. Du point de vue sociopolitique, à l'instar de l'année 2018, l'année 2019 a été marquée par le vote des lois controversées et même de regrettables violences post-électorales meurtrières qui ont dangereusement menacé la paix et la cohésion nationale. À moins d'un an de l'organisation des élections présidentielles dans notre pays, les stigmates de cette violence sont toujours présents dans les esprits et le grand défi des organisations de la société civile devrait être orienté vers la sauvegarde des acquis démocratiques et la préservation de la paix pour un développement susceptible d'éradiquer la pauvreté de nos sociétés. Plusieurs communications ont été présentées sur les réformes socio-politiques et économiques en cours dans notre pays. On parle maintenant de la littérature béninoise. Après 60 ans d'indépendance, a-t-elle connu des progrès? La problématique est décortiquée ici par écrivains, critiques littéraires et autres acteurs du livre. Le Bénin littéraire en 60 ans, c'est un élément signé Herman Rodrigue Amégan. Paul Hazouma, Anatole Kossi, Agboussa Khessou, Eustache Prudencio, Olympe Bellikenom, Jean Plia.
des noms honorifiques de la littérature dahoméenne et plus tard béninoise, des écrivains étudiés et enseignés dans les cours de littérature africaine. S'ils ont donné un nom glorieux au Bénin en termes de pratiques scripturales, 60 ans après les indépendances, la flamme des anciens a-t-elle illuminé la jeune génération? Quand on fait le bilan de 60 ans d'écriture en matière de littérature au Bénin, on peut être déçu. On ne peut pas oser dire que la littérature ne se porte pas bien. Et il y a une sorte d'effervescence littéraire actuellement, même si tout n'est pas au beau fixe. Autopsie d'un secteur où s'épanouissent les mots. Dati Atavito Barnabé Akaï, jeune écrivain béninois, sublime sa muse pour se donner à lire. Dans sa bibliographie, plus d'une dizaine d'ouvrages, romans, nouvelles, pièces de théâtre, poésie. Il trempe sa plume dans l'encrier pour la promener dans nombre de genres littéraires. Dans sa bibliothèque personnelle, foisonnent des ouvrages d'écrivains béninois. Sans doute un peu chauvin et attaché à cette littérature dont il semble maîtriser l'évolution. Avant notre indépendance, la littérature béninoise d'expression française existait, avec l'écrivain Félix Couchoro, qui a fait paraître en 1929 L'Esclave. À partir de cet instant, nous avons noté beaucoup plus de publications de 60 à nos jours, parce que justement la parole est libérée. On n'est plus obligé d'aller en Europe, en France notamment, à Paris, avant de publier un ouvrage. Avec le renouveau démocratique en 90, il y a beaucoup plus de maisons d'édition qui se sont implantées au Bénin, notamment à Cotonou, et ça a créé une sorte de floraison d'écrivains jeunes, aussi bien au niveau de la thématique, de la stylistique. On sent la jeunesse dans l'écriture, on sent le renouvellement dans l'écriture, on peut même oser parler d'une sorte de rupture. Une littérature béninoise qui jouirait donc d'une pleine santé, la vie n'est pas partagée de tous. Je ne peux pas dire que la littérature béninoise des années 2020, 2021 et prochainement, que c'est une littérature qui a tenu la promesse de ce que les aînés ont fait sentir à tous les lecteurs. Toujours est-il que s'il y a beaucoup de production, il y a énormément de déception. C'est-à-dire que les textes qui ont été produits depuis une vingtaine d'années, ce sont des textes d'une façon générale très médiocres, il faut le dire, sans embâche. Un coup de pied dans la fourmilière. Florent Kwaouzouti ne casse pas pour autant la baraque. Son franc-parler gêne, égratigne, voire humilie, mais son diagnostic est reconnu subtilement. En matière littéraire, nous faisons des pas de géants. Nous faisons de grands pas, dans la mesure où, si au départ, cela se limitait à quelques deux noms, on va citer Razoumen, on va citer Couchoro, et on va citer à la limite Jean Plia, qui est pratiquement de leur génération, et puis Olembeli Kenom. Aujourd'hui, au niveau du Bénin, on ne peut plus compter les écrivains. C'est vrai que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le talent. C'est le talent et c'est le beau dire. C'est le fait d'écrire les belles lettres, ça crée un problème. Mais il y a un engouement au sein de la jeunesse. Les premiers qui ont écrit sur le modèle un peu le modèle classique appris à l'école. Mais la nouvelle génération, à mon avis, prend des libertés et s'inscrit dans les écritures contemporaines qui ne se fixent plus des formes à respecter ou des aînés à imiter en tant que tels. Je crois qu'il faut la promotion d'une forme d'écriture et de littérature qui s'adapte à l'évolution de la société, une société de plus en plus qui a l'air désorganisée, qui s'interroge. En 60 ans, le Bénin a connu un bond quantitatif, c'est certain, mais des interrogations subsistent sur l'aboutissement de certaines plumes. N'empêche, la littérature béninoise contemporaine arrive à transpercer les frontières. Certains auteurs sont vedettes à l'étranger, mais peu ou pas connus à domicile. Pour tenter de corriger cette anomalie,
des initiatives privées naissent. À la Bibliothèque nationale, c'est ici que les ouvrages sont soigneusement entretenus. Plus de 20 000 livres y sont conservés. Ici, nous sommes dans la salle de conservation des documents de la Bibliothèque nationale. Et dans cette salle, nous avons précisément 3 catégories de documents. Ce que nous appelons le fonds ancien. C'est un peu ces documents-là que vous voyez, qui sont reliés. Vous constaterez que c'est de vieux documents. Les documents que nous avons reçus grâce au dépôt légal, on a appelé ce fonds-là le fonds local. On a environ 5000 titres pour le fonds local. Pour le fonds ancien, on a environ 1000 titres. La 3e catégorie de documents, c'est les thèses et mémoires qui sont de l'autre, à partir d'ici jusque derrière là-bas. De plus en plus donc, la littérature cesse d'être l'éternel oublié. Même dans le cursus scolaire, le livre béninois se refait une santé. Raf Maman, Adelaide Fassinou, Apone Agbazaou, Marion Kako, Abdel Abdem Hakim, Jean Plia toujours, un programme, Eustache Prudencio, Franck Ouazoti, bien entendu, Okri Pascal Tossou, Edgar Okikinzissou. Nous avons beaucoup d'écrivains béninois qui existent et qui le montrent à travers les études aussi bien secondaires qu'à l'université. Une éclaircie qui annonce peut-être une aube nouvelle, mais qu'à cela ne tienne, il faut repenser la chaîne du livre. Si aujourd'hui les enfants veulent être footballeurs, c'est parce que tous les jours ils voient le football à la télé et ils ont envie d'être footballeurs. Donc on ne parle pas des écrivains et ça fait qu'on ne sait même pas s'ils existent. Et donc c'est de la promotion, c'est la publicité, c'est la communication, et quand on le fera spontanément, on parlera de la littérature béninoise comme on parle de la littérature congolaise ou étrangère. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de concours nationaux pour dégager les meilleures œuvres. On a des maisons d'édition qui n'ont pas de circuits de diffusion. Pour qu'une littérature émerge, il faudrait que les maisons d'édition s'arrangent pour percer sur l'ouverture à l'extérieur et qu'ils commencent à assister à tous les colloques du livre à l'extérieur avec nos œuvres, que cela s'impose. Le gouvernement actuel a, semble-t-il, déjà pris la mesure de la situation. Le plan Marshall du livre est déjà tout tracé. Il y a un prix littéraire, qui est le grand prix littéraire du Bénin. Et donc, bientôt seront données des bourses d'écriture, des résidences d'écriture, qui permettront aux artistes en herbe, aux écrivains en herbe, de peaufiner leur écriture, de peaufiner leur plume, et d'être mis en condition pour travailler pendant un temps, et à partir de là, sortir des manuscrits qui valent la peine d'être lus et d'être promus. Historien du présent et visionnaire du futur, censeur des mœurs et créateur d'imaginaire, les écrivains, démiurges pour certains, génies pour d'autres, traversent le temps par leurs œuvres. Après 60 ans d'indépendance, certains noms retentissent toujours comme neufs dans la jeune génération. Plusieurs noms se tracent un sillon dans le sillage des anciens. Peut-être ont-ils déjà repris le flambeau. Quelle est la place de la culture béninoise dans nos sociétés? C'est une réflexion amorcée par Angélique Kidjo à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin. À l'aune de quelques actions publiques récentes en faveur du secteur, Nicanor Kovi a examiné de près la préoccupation de la chanteuse dans cet élément. Quelle est la question à laquelle nous devons faire face aujourd'hui? Quelle est la place? Pour moi, la question est celle-ci. Quelle est la place de la culture béninoise dans nos sociétés et quel rôle et quelle importance on lui donne? Question pour un super champion, adressée ici aux Béninois par une voix qui vaut 4 Grammy Awards. Après 60 ans d'indépendance, Angélique Kidjo met le doigt sur une des plaies du Bénin. Sa culture, une mine d'or dont les pépites attendent de briller au grand air. Nous avons un pays qui est peut-être petit au niveau de la superficie ou au niveau du nombre de personnes qui y vivent, mais au niveau de sa culture, le Bénin est immense dans le monde. Et c'est une fois que je suis partie du Bénin que je me suis rendu compte de la richesse culturelle qui est partie du Bénin pour aller ailleurs.
Aujourd'hui dans le monde, toutes les musiques que nous écoutons, classique, rock, pop, funk, quel que soit le nom qu'on lui donne, toutes ces musiques ont leurs racines sur le continent africain et pas mal se retrouvent au Bénin, mon pays. Intelligence d'esprit ou convergence d'idées, c'est également autour de ce secteur que le gouvernement Talon a imaginé l'un des principaux piliers de son modèle économique. Avec l'agriculture, ce document stratégique veut faire de la culture la deuxième mamelle dont le Bénin est alimenté. En ce qui nous concerne, au Bénin, nous sommes persuadés également que grâce à l'agriculture et également grâce à la culture qui va infuser et qui va donner les intrants au tourisme, nous allons pouvoir révéler notre pays, le Bénin, et créer la richesse. 4 ans que les maquettes sont dessinées à ces fins. 4 ans que les politiques publiques disent la promesse d'un tourisme radieux en rapport avec les arts et la culture. Et peut-être aujourd'hui, le temps des moissons est-il arrivé? Le gouvernement, à travers le PAG, est en train de mettre en œuvre 2 grands musées aux normes internationales. Le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey et le musée international de la mémoire de l'esclavage. Ces 2 musées vont permettre de mieux valoriser notre patrimoine, nos objets, vont permettre également de nous mettre aux normes, vont permettre de pouvoir accueillir, recevoir nos biens culturels qui sont ailleurs. Des biens culturels d'hier et d'ici, revenus d'ailleurs, à valoriser dans ces 2 institutions muséales, tout comme le patrimoine d'aujourd'hui, à mettre en lumière à la Galerie nationale, autre pan de réflexion qui a commencé à prendre corps depuis mars 2020. Sans oublier le traçage des circuits dits routes des tatas et routes des couvents, pour un patrimoine architectural ou immatériel révélé. Sans nul doute, un appel aux Béninois à s'intéresser les premiers à la richesse culturelle du Bénin. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons de sorte que le Bénin se révèle aux Béninois et que le Bénin se révèle au monde. Donc ce que les Béninois peuvent espérer, attendre de ça, c'est de la fierté. Être fiers de leur pays, être fiers de leur patrimoine, être fiers de leur culture, être fiers également de la vision qui est celle du chef de l'État pour que chaque Béninois n'ait plus honte de dire moi je m'approprie Abomey, moi je m'approprie Ouida, moi je m'approprie l'histoire de l'esclavage, moi je m'approprie le vaudou également. Et pour impulser le décollage de cette économie culturelle après 60 ans d'indépendance, se tiennent aux côtés du Bénin des partenaires qui ont flairé la bonne affaire. La Banque mondiale a très tôt compris que le développement économique du Bénin pouvait être porté aussi par le développement du tourisme, le tourisme patrimonial, le tourisme culturel, qui a été jusque-là sous-exploité au Bénin. Donc nous avons tenu à accompagner le gouvernement dans ses efforts pour réhabiliter, pour rehausser tout ce patrimoine culturel et patrimonial, historique j'allais dire, qui existe et qui était vraiment en jachère. Donc c'est pour ça que la Banque mondiale s'est investie en mettant des ressources donc, pour la réhabilitation du fort portugais, la réhabilitation de ce bâtiment que vous venez de visiter, n'est-ce pas, et bien d'autres investissements dans la ville de Ouida. Le Bénin n'est pas le petit arpent du bon Dieu, mais dans les actes récents en faveur de sa culture, on mesure là quelques signes d'une potion dont les ingrédients infusent à bonne température. Ce n'est pas encore Byzance, mais le rayonnement culturel commence toujours par une première étincelle allumée quelque part. Je vous invite à présent à Ouida, où le fort portugais qu'abrite le musée d'histoire de la ville est en travaux. Il est fermé de ce fait au public, mais une partie de sa collection a été transférée à la Maison du Brésil, où elle alimente une exposition temporaire intitulée « Si Ouida m'était compté ». Nicanor Kovi et Bénédicte Kossou ont été témoins du vernissage de cette exposition. Le musée d'histoire de Ouida se refait une beauté.
Dans son ventre, en chantier, grandit le MIM, le Musée international de la mémoire et de l'esclavage. Réceptacle annoncé des trésors de guerre que la France a annoncé vouloir rendre au Bénin. Chaque coup de pelle rapproche de sa livraison, mais pendant ce temps, l'histoire des passés suit son cours, déplacé de l'ancien fort portugais à la Casa do Brasil. Donc si UIDAM était compté, c'est une exposition temporaire qui a été installée ici, dans cette maison du Brésil réhabilitée, et cela vient en réalité remplacer provisoirement l'exposition temporaire que nous avions de façon classique au fort portugais et qui montre la volonté et la détermination du gouvernement à restaurer le patrimoine architectural, mais également le patrimoine culturel de notre pays. Si UIDAM était compté, rassemble tous les ingrédients ou presque des tourments passés de cette ville historique. Du royaume Huida au retour des esclaves affranchis en passant par la rencontre de l'Occident. Les époques s'imbriquent dans cette exposition qui fait dialoguer le passé avec le futur au temps présent. Il y a 4 grandes étapes dans cette exposition. La première, c'est la fondation, la création du royaume Huida de Sahri. Comment on y vit. Le contact de ce royaume avec le monde occidental. La deuxième étape, c'est la prise de Sahri par le Dahomey en 1727. La troisième étape porte sur la traite négrière. La dernière étape, c'est donc l'héritage culturel des Africains aux Amériques et l'héritage culturel des Afro-Américains affranchis chez nous. Un autre bâtiment, un symbolisme différent, une ancienne exposition revisitée et une histoire toujours aussi têtue, qui force la mémoire et le rêve, autant pour les fils du terroir que pour ceux qui la vivent avec des yeux d'étrangers. Aujourd'hui, nous avions vu des œuvres magnifiques. Nous avons vu des cartographies qui datent des années 1600 et 1700, qui constituent des patrimoines importants et historiques pour notre pays. C'est une très belle exposition qui réussit l'exploit d'être encore beaucoup plus forte, beaucoup mieux faite, beaucoup mieux agencée et qui renvoie un message encore plus puissant que l'exposition qu'elle est censée suppléer. La maison du Brésil a été rénovée. C'est une bâtisse coloniale qui mérite vraiment le détour et j'invite donc tous les Béninois et tous ceux qui aiment l'art, la culture, à venir visiter cette exposition magnifique. Si UIDAM était compté, une exposition où l'histoire des passés épouse la culture et les cultures du pays vaudon, à visiter à la Casa do Brasil jusqu'en 2021. Thème prévu pour la fin des travaux de réhabilitation du fort portugais de UIDAM. Hors du Bénin, 13 personnes ont été abattues par un militaire en République démocratique du Congo. Pendant ce temps, l'ex-star du football Didier Drogba dépose officiellement à Abidjan sa candidature à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Jérôme Mouba. En République démocratique du Congo, à Sange, dans l'est du pays, un soldat ivre tue 13 personnes. Le drame s'est déroulé jeudi soir dans cette commune du Sud Kivu, une région en proie à des violences depuis 25 ans et qui connaît une recrudescence des violences ethniques. Les victimes sont toutes des civils, dont une fillette de 2 ans et 7 femmes. Le motif n'est pas encore connu et les habitants crient leur colère. Le meurtrier a réussi à fuir avec son arme, a indiqué dans un communiqué le capitaine Dieudonné Kassirika, porte-parole de l'armée dans la région. Au Zimbabwe, Tsitsi Dangaremka, une écrivaine de premier plan et candidate au Booker Prize, est libérée sous caution. Elle a été arrêtée lors des manifestations antigouvernementales un jour plus tôt. Madame Dangaremka, inculpée d'incitation à commettre des violences et d'avoir violé des mesures restrictives prises pour lutter contre le coronavirus, notamment l'interdiction des rassemblements, a été libérée contre paiement d'une caution de $65. Lors de son arrestation, elle réclamait notamment la libération de l'opposant Jacob Ngarivoum,
dirigeant de petits partis, transformer le Zimbabwe, ainsi que celle du journaliste lanceur d'alerte Rupwell Chinono. En France, un total de 556 passagers ont été testés samedi dans les aéroports parisiens au premier jour de l'entrée en vigueur du contrôle sanitaire des voyageurs en provenance des 16 pays à forte circulation du coronavirus, selon le ministère de l'Intérieur. Depuis samedi matin, les passagers arrivant par avion et âgés de plus de 11 ans en provenance de 16 pays à risque doivent présenter à leur arrivée la preuve du résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol et ne concluant pas à une contamination par le Covid-19. Le dispositif dans les aéroports parisiens a notamment mobilisé 80 policiers aux frontières, 5 techniciens de recherche criminelle de la gendarmerie, 50 personnels de l'APHP et de l'ARS Île-de-France et 9 pompiers. Par ailleurs, sur les contrôles effectués sur l'ensemble des aéroports français, seulement 3 personnes ont refusé d'être testées à Lyon-Saint-Exupéry, selon le ministère de l'Intérieur. Plus de 80 personnes sont mortes ces derniers jours après avoir consommé de l'alcool frelaté dans l'état indien de Pendjab, selon les responsables et des rapports. La police a arrêté 25 personnes selon l'agence de presse Press Trust of India. Les fidèles musulmans ont entamé vendredi le rituel de lapidation de Satan, l'un des derniers du grand pèlerinage en Arabie Saoudite, drastiquement réduit cette année pour éviter toute propagation du nouveau coronavirus. Seule une dizaine de milliers de fidèles résidant en Arabie Saoudite effectuent le pèlerinage encadré par des guides et des policiers. Ils ont effectué le geste symbolique consistant à jeter 7 cailloux en direction de l'une des stèles représentant Satan. Cette année, les autorités ont fourni des cailloux stérilisés aux pèlerins. Dans le passé, ils étaient ramassés à même la terre. On parle sport. Didier Drogba a déposé officiellement samedi à Abidjan sa candidature à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. L'ancien capitaine des éléphants ivoiriens avait subi un coup dur mi-juillet lorsque l'association des footballeurs ivoiriens AFI avait refusé de le parrainer, mais il a réussi à obtenir 8 parrainages et le soutien d'un des 5 groupements d'intérêt nécessaires pour postuler à l'élection. Outre Drogba, Idriss Diallo, ancien 3e vice-président de la FIFA, soutenu par l'association des footballeurs, et l'actuel vice-président de la fédération et président de la Ligue Sori Diabaté ont déjà déposé leur candidature. Les supporters d'Arsenal se rassemblent devant le stade de leur équipe, l'Emirates Stadium, après que les Gunners ont remporté la FA Cup contre Chelsea dans le stade de Wembley. Un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang qui a offert à Arsenal la 14e Coupe d'Angleterre de son histoire contre Chelsea, 2-1, et surtout une place en Liga Europa la saison prochaine. C'est aussi le premier trophée remporté par Mikel Arteta en tant qu'entraîneur pour sa première demi-saison à la tête d'une équipe professionnelle. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Vous pouvez revoir ce JT sur le www.oatb.bj. Puis à 23h30, vous avez rendez-vous avec Estelle Passou.